présence. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux. Euh, Bonjour Yann, bonjour Stéphane. Je vois pas de prénom. Régnier Vigourou, Grégoire, Eric et d'autres. Merci de prendre le temps pour assister à ce webinaire. On va démarrer dans quelques instants. Je laisse le temps aux autres participants de se connecter. Tout le monde arrive un peu à la dernière minute. Donc, ce webinaire fait partie d'un cycle de masterclass que j'anime tous les mois. Donc, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube en cherchant mon nom, et j'ai une chaîne FinTech et monétique sur laquelle il y a mes précédentes présentations. Et puis, sinon, en suivant mon compte sur LinkedIn et en vous abonnant à ma newsletter FinTech et monétique, vous allez pouvoir recevoir mes invitations pour les prochains webinaires. Donc, le prochain aura lieu le 6 juin. Le thème reste encore à déterminer. Vous serez informé sur mon compte LinkedIn ou par email. On attend encore une toute petite minute. Là, il est 11h30 et puis on va démarrer. J'espère que vous avez tous pu profiter des longs week-ends. Ça fait du bien. Ça fait un peu moins de bien aux finances des entreprises, mais ça fait du bien aux salariés. Alors, je vais commencer par un petit peu de logistique. Là, vous devez voir mon pointeur. Vous voyez qu'il y a un bouton rouge marqué « Cliquez ici pour prendre un rendez-vous ». Et là, ça vous permet de prendre un rendez-vous directement dans mon agenda. Donc, c'est là-haut, en haut de votre écran, en haut de ma présentation. Ça vous permet de prendre un rendez-vous si vous avez des questions particulières ou si vous avez un projet, si vous pensez que je peux vous aider à répondre à ces questions ou à vous faire avancer sur un projet dans vos réflexions. N'hésitez pas à me contacter. Je ferai mon possible pour vous répondre et pour voir si je peux vous accompagner par la suite. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un petit rendez-vous si vous avez des points particuliers à voir. Sinon, pendant la présentation, vous pouvez aussi vous servir du chat. Donc, c'est ici, vous pouvez communiquer en tapant votre message en bas de l'écran. Et j'essaierai de répondre à vos questions, de prendre du temps en fin de présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous êtes parmi nous, donc déjà, je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre présence à ce webinaire. Bonjour Paolo, bonjour Sébastien, bonjour Gérard, bonjour Antoine, bonjour Alexis. Donc, pas mal d'entre vous nous rejoignent. On va démarrer dans exactement une petite minute. Je répète donc, vous avez un lien en haut de l'écran pour prendre rendez-vous. Ici, prendre rendez-vous dans mon agenda, et vous avez aussi le chat qui est en bas de votre écran pour me poser des questions. Et n'hésitez pas, c'est le moment, c'est du conseil que je peux vous apporter si je peux y répondre. Et puis sinon, on fixe un petit rendez-vous et puis j'essaierai de vous aider. On va démarrer tout de suite donc sur le sujet du jour qui est 3 chapitres, le Web3, les stablecoins en euros et l'euro numérique. Et puis le lien avec le paiement, le lien avec les monnaies fiat aujourd'hui. Et on va aborder ces sujets séparément dans 3 chapitres dans la suite de la présentation. Avant cela, je vais me présenter. Donc, je suis Laurent Bernet, je suis directeur de Azuli, un cabinet de conseil niché, spécialisé, une petite boutique de conseil spécialisée dans la finance embarquée. La finance embarquée, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en place de solutions innovantes de financement ou de paiement. Pour le financement, ça va être de l'accès à des données non conventionnelles pour faire du score crédit, de l'accès à des outils pour calculer ces scores, et puis le choix de partenaires justement pour de l'information sur les entreprises ou sur les particuliers pour vous permettre de faire du financement.
pour le paiement. Le paiement embarqué, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des solutions de paiement disponibles en marque blanche que vous pouvez intégrer dans votre offre existante ou distribuer à vos clients. Euh, donc ça peut être des virements SEPA, des prélèvements, toutes sortes de moyens de piloter des flux. Et puis de la monétique aussi avec des programmes cartes qu'on peut mettre en place pour des cartes corporate ou pour des cartes de particuliers. Et là, je peux vous accompagner sur le choix des partenaires. Donc voilà mon métier. J'aide des entreprises à faire ces choix. J'ai des domaines d'expertise qui vont de la réglementation financière avec un accompagnement sur du cadrage réglementaire une fois qu'on sait ce qu'on veut faire. Tous les sujets d'onboarding, de KYC, de KYB, là aussi, les choix de partenaires sont cruciaux pour la performance de votre onboarding, c'est-à-dire de votre entrée en relation avec les clients. J'ai une expertise aussi dans tout ce qui est conception de ces fameux parcours clients dans le cadre de projets réglementés ou pas. Et puis, bien entendu, en faisant appel à des experts du design pour la conception des écrans et des parcours. Et moi, j'apporte aussi toute une expertise. Ça fait à peu près 20 ans, oui, un peu plus de 20 ans maintenant que je gère des projets digitaux et plus de 10 ans dans les fintechs, avec une spécialisation dans les fintechs depuis 2013, le moment où j'ai créé Crédit.fr, une plateforme de financement participatif pour du prêt aux entreprises. Donc voilà, je gère uniquement des projets de finance et de paiement embarqué qui touchent à la blockchain et à la crypto ou pas, qui touchent à la monétique, au programme carte ou pas, et qui permettent à des entreprises, eh bien, soit d'innover en distribuant en augmentant leur proposition de valeur grâce au paiement ou au financement et en distribuant ça à leurs clients, soit aussi d'optimiser leurs opérations internes en fléchant des flux et en accélérant les paiements entre différentes parties prenantes de leurs opérations. Donc ça peut être de la consommation interne ou de la distribution vers l'externe. Voilà mes métiers. Ce sont des projets structurants pour toutes les entreprises. C'est une tendance forte où aujourd'hui, énorme, toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité sont concernés par la possibilité justement de pouvoir s'approprier les services bancaires et les faire rentrer dans ces opérations, dans ces systèmes d'information pour fluidifier, accélérer, flécher des flux ou pour distribuer des nouveaux produits innovants à leurs clients. Voilà, grosse tendance qui n'est pas prête de s'arrêter, sur lequel il y a un gros besoin et sur lequel Azulis est niché. Voilà pour mon métier. Donc, j'accompagne les entreprises de la conception de leurs offres en passant par la mise en œuvre, le choix des partenaires. Il ne faut pas se tromper, c'est encore une fois très structurant. Toutes les briques fonctionnelles sont importantes et c'est vraiment leur orchestration entre elles qui fait le succès d'un produit digital et d'une offre innovante. Donc, le mieux, c'est de se faire accompagner par des experts pour gagner du temps, pour sécuriser son projet, sécuriser d'un point de vue budget et d'un point de vue délai aussi. Et puis, pour la mise en marché, là aussi, je peux apporter du conseil sur du marketing, de la stratégie marketing ou du marketing opérationnel pour promouvoir ces nouvelles propositions, ces nouvelles offres. Voilà pour la présentation d'Azulis et de mon métier. On va passer maintenant à l'agenda du jour. 3 chapitres, comme je disais en début de présentation. Un premier sur le Web3, qu'est-ce que c'est, comment on fait rentrer, sortir de l'argent depuis les plateformes Web3, et puis aussi des possibilités de construire sa propre plateforme. Donc, on va aborder ces sujets-là. On va faire un petit point aussi sur les stablecoins en euros, un petit état des lieux. Qu'est-ce que c'est, que sont ces stablecoins en euros et qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis ensuite, l'euro numérique, un sujet que j'aime beaucoup, un sujet d'actualité. On va en parler précisément pour voir où on est le projet de la Banque centrale européenne sur l'étude d'une émission d'euro numérique de Banque centrale. Donc, 3 chapitres qui, j'espère, vont vous passionner et vous éclairer comme ça me passionne.
On commence par le paiement dans le Web3. Donc le Web3, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une nouvelle génération d'Internet, hein. On a connu le Web 1 dans les années 90, on a connu le Web 2 dans les années plutôt 2000, et puis aujourd'hui on est dans le Web 3. Donc le Web 3, c'est né en fait d'un besoin de la part de certains acteurs du web et certains promoteurs du web qui voulaient passer à une nouvelle génération avec plus de transparence, avec plus aussi de protection des données personnelles des utilisateurs, puisqu'on constate que dans le Web 2, il y a énormément d'abus, il y a une monétisation des données personnelles par des acteurs du web qui est insupportable pour certains utilisateurs. Et donc, il y en a qui se sont mis à développer des nouvelles solutions. Et ces nouvelles solutions, eh bien, donc, elles visent à apporter une meilleure sécurité, plus de confidentialité, donc une plus grande distance entre la plateforme web et puis l'utilisateur, avec une meilleure protection des données privées. Et puis, surtout, un partage plus équitable de la valeur où, grâce à des solutions blockchain et grâce à des wallets, on va pouvoir finalement récupérer un partage de la valeur créée par la monétisation et l'utilisation des données personnelles. Donc, les données personnelles ça peut être très intéressant pour les utilisateurs que les plateformes les utilisent à bon escient et leur proposent du contenu spécifiquement approprié, personnalisé en fonction de leurs goûts et de leurs habitudes et de leurs intérêts, centres d'intérêt. Donc, vraiment, les utilisateurs ont, c'est vrai, un intérêt à ce que ce soit fait. Par contre, cette valeur créée, cette valeur marchande, eh bien, les utilisateurs sont de moins en moins prêts à la donner gratuitement aux plateformes et veulent en récupérer une partie en la monétisant. Le Web3 permet de faire ça, puisqu'on va se connecter à la plateforme à travers un wallet plutôt qu'à travers ses données personnelles, mots de passe et nom d'utilisateur. Les caractéristiques de ces plateformes, eh bien, c'est simplement qu'elles permettent d'anonymiser le nom de l'utilisateur et son identité. Donc, on va plus se connecter avec une adresse email ou un username, mais on va se connecter avec un proxy, en fait, un pseudo, qui va être l'adresse publique de son wallet. Donc, on va, pour arriver à se connecter à un site Internet, finalement, automatiquement, depuis son navigateur Internet, connecter sa petite application qui peut être MetaMask, par exemple. Vous connaissez peut-être MetaMask. MetaMask, c'est un petit porte-monnaie qui comporte différents wallets dans lequel vous pouvez stocker en ligne des cryptos ou des NFT. Bien, en connectant votre wallet à la plateforme web, finalement, vous allez être authentifié. Donc, MetaMask vous connaît votre identité, mais ça devient votre pseudo pour vous connecter à ces wallets. Donc, plus besoin de mettre son adresse email et son mot de passe, on se connecte directement avec son wallet. Et finalement, il y a un chiffrement donc des données personnelles qui est opéré à ce moment-là. Ça vous permet, votre wallet vous permet d'accéder à la plateforme, et ce que contient votre wallet va vous permettre d'accéder à des contenus. Et donc, certains NFT qui sont des objets uniques, des objets digitaux uniques, vont vous permettre d'accéder à des contenus exclusifs sur ces plateformes. Donc, ça, c'est intéressant. Ce n'est plus tellement comme dans le Web 2, qui on est et ce que l'on sait, donc qui on est, son adresse email, et ce que l'on sait, son mot de passe, qui vous donne accès à la plateforme et au contenu, mais c'est bien ce que l'on détient, ce que l'on possède. Donc, c'est ce que l'on a qui permet d'accéder à différents contenus et différents services. La caractéristique aussi du Web 3, eh bien, c'est de pouvoir, une fois qu'on est sur ces plateformes, de pouvoir utiliser le contenu des wallets pour accéder à des services ou pour faire des transactions. Donc, ça peut être intéressant puisque les cryptos ont parfois la caractéristique et la possibilité d'être programmables. Et donc, en fonction de certains contextes, on va pouvoir déclencher les transactions automatiquement grâce aux cryptos.
Le paiement, aujourd'hui, le paiement en crypto ou en stablecoin, eh bien, je viens d'en parler, c'est un paiement qui peut être programmable, donc ça apporte beaucoup d'avantages dans certains cas, puisqu'il y a des transactions qui vont être déclenchées automatiquement en fonction d'un contexte précis, comme je le disais. Donc ça peut avoir des énormes avantages dans les transactions internationales qu'on connaît, le commerce, la trade, ce qu'on appelle en anglais trade finance, euh, commerce international qui va traditionnellement permettre de payer de la marchandise à un moment donné, quand un contexte est réuni, avec une lettre de crédit, avec finalement des moyens de paiement bancaires traditionnels, eh bien là, les cryptos vont permettre de déclencher des paiements directement, instantanément, en fonction d'un contexte. La marchandise a quitté le port, elle est partie, ou elle est chargée sur le conteneur, ça peut déclencher des paiements. Donc là, il y a des gros avantages parce que c'est des coûts nettement inférieurs, des coûts administratifs et des coûts bancaires nettement inférieurs en crypto qu'en paiement traditionnel via des opérateurs de financement et de paiement sur le trade finance, le commerce transfrontalier. Donc là, il y a des énormes gains de productivité pour le commerce transfrontalier. Les transactions se passent de wallet à wallet aussi, donc elles se passent sans passer par des tiers. Donc là, on évite justement tous ces intermédiaires qui fournissent un service de vérification, de validation avant de payer. Mais là, ça va être fait automatiquement. Il y a donc des gains de productivité très, très importants et une réduction des coûts que ça peut apporter. Donc, les cas d'usage les plus importants aujourd'hui qui sont étudiés par les banques et par les opérateurs de commerce, ce sont, dans le cadre de la banque de gros, le règlement livraison, puisqu'on sait que dans des transactions financières, il y a des gros sujets de coûts associés à la vérification de transactions financières pour effectuer des règlements et des livraisons d'actifs. Et là, les banques, depuis pas mal d'années maintenant, étudient ça de très près et se sont aperçues qu'il y avait des gains de productivité importants à faire. Elles ont des systèmes qui sont en place, qui sont très performants, qui marchent bien, mais qui coûtent cher à maintenir et qui sont vieux, qui sont obsolètes, qui ont parfois 20 ans. Et elles sont en train d'essayer de les remplacer par des systèmes blockchain pour effectuer ces règlements de livraison et automatiquement et plus efficacement. Mais ça demande à ce que toute la finance internationale bascule en fait sur ces nouveaux systèmes. Donc ce sont des projets de place qui sont longs à mettre en place. C'est le cas de le dire. Du coup, voilà, donc pour la banque de gros, pour le commerce, des gros usages. Pour la banque de détail et pour le commerce de détail, c'est plus compliqué. On va en parler un peu plus tard. C'est plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que pour qu'un commerçant accepte d'encaisser en crypto, eh bien, il va être soumis à la fluctuation et la volatilité des cryptos, et ça peut ne pas lui plaire. Alors, jusqu'à présent, les commerçants qui voulaient se faire payer en crypto avaient très très peur justement de la volatilité des cours. Et quand ils vendaient une marchandise 100 euros, bien, ils voulaient toucher 100 euros et ils ne voulaient pas qu'un instant plus tard, ce soit passé à 90 euros en ayant perdu 10%, insupportable pour un fonds de commerce. Et donc, il y avait un besoin d'avoir des transactions avec un cours garanti, avec un montant garanti pour le commerçant. Et certains opérateurs, comme, je vais en reparler un peu plus tard aussi, comme un Français qui s'appelle Lizzy ou Payinov, on travaille là-dessus pour garantir le montant de la transaction aux commerçants. Mais aujourd'hui, de plus en plus de commerçants ont parfois envie de stocker des cryptos et de peut-être vouloir prendre un risque et bénéficier aussi de la fluctuation des cours, puisqu'elle peut fluctuer vers le haut, et ça peut augmenter leur marge sur leurs produits, sur leurs ventes. Donc voilà, ça c'est en train aussi d'évoluer, c'est une tendance nouvelle chez les commerçants. Aujourd'hui, il y a très très peu de commerçants qui acceptent des paiements alternatifs, des paiements en crypto. Je vais y revenir tout à l'heure. La difficulté, quand on veut, on a vraiment deux mondes qui jusqu'à présent ont communiqué très très peu, le monde du paiement traditionnel et le monde des cryptos.
Et il fallait arriver à faire passer des cryptos de l'un à l'autre, d'un monde à l'autre, avec des portes d'entrée et des portes de sortie, et avec une réglementation très, très stricte à l'entrée sur tous les paiements et sur tous les financements, et puis une réglementation naissante et pas encore en place dans le monde des cryptos. Et donc, quand l'argent ressortait du monde des cryptos, ça faisait très, très peur aux banques de voir arriver de l'argent qui avait circulé dans des univers crypto qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas, qui n'étaient pas encore très bien régulés. Et cet argent atterrissant sur les comptes bancaires les mettait en risque. Et donc, il y avait très peu de banques finalement qui voulaient euh, que de l'argent ressorte de plateformes d'échange crypto vers les comptes bancaires. Gros problème pour tout le monde des cryptos, notamment en France, où beaucoup plus qu'en Suisse, les banques françaises étaient très réticentes à faire ce lien entre le monde de la monnaie fiat et la monnaie crypto. C'est un peu en train de changer, donc on a des banques françaises maintenant qui s'y mettent, la Société Générale en particulier, la Banque de Lubac, d'autres banques qui permettent maintenant de faire ces liens. Et puis il y a aussi finalement des outils maintenant qui permettent une transparence sur tout ce qui se passe dans ces mondes crypto, sur tout le chemin parcouru par les cryptos, une fois qu'elles sont investies sur les marchés crypto, avant de revenir sur les comptes bancaires. Cette transparence, elle permet aux banques aujourd'hui de pouvoir accepter ce risque et de proposer des solutions à leurs clients. Donc, on-ramp et off-ramp, c'est en fait la possibilité de passer d'un monde à l'autre. Voilà, et aujourd'hui, c'est de plus en plus possible. Donc, il y a 3 portes d'entrée, hein, il y a 3 façons de le faire. Il y a ce qu'on appelle les centralized exchanges, c'est-à-dire les plateformes d'échange centralisées. Il en existe beaucoup. Il y a Coinbase, vous connaissez Coinbase, vous connaissez Binance, vous connaissez Kraken, vous connaissez Bitfinex, voilà, il y en a énormément. Et elles vous permettent de déposer de l'argent par carte bancaire ou par virement entrant ou par prélèvement vers des comptes IBANisés sur ces plateformes d'échange. Et après ça, eh bien, de transformer vos euros en crypto et de faire ce que vous voulez sur ces plateformes d'échange pour acheter, vendre des produits simples ou des produits structurés sur ces plateformes. Vous pouvez aussi intégrer une solution existante. Donc là, aujourd'hui, il y a des solutions d'on-ramp et d'off-ramp qui vous permettent de faire de l'acquisition de paiement directement depuis votre application, depuis votre app mobile ou de votre site internet. Donc, vous pouvez intégrer ces solutions directement dans vos plateformes. Et puis, vous pouvez aussi développer vous-même vos solutions. Donc, moi, j'ai accompagné un client qui a fait ça, une plateforme qui s'appelle Legiti, qui est une plateforme qui vise à faciliter l'accès aux cryptos pour les particuliers qui veulent investir là-dedans, dans cette classe d'actifs, en passant ou pas par leur conseiller en gestion de patrimoine. Et donc qui a développé sa propre solution, et justement en s'appuyant sur une banque crypto-compatible, en l'occurrence la banque de Lubac, qui est un peu en pointe sur ces sujets par rapport à d'autres banques françaises. Il y a une petite question. Donc, certaines plateformes d'échange proposent des cartes Visa ou Mastercard pour payer en crypto dans n'importe quel commerce. Oui, effectivement. Donc là, ce sont des cartes qui ont différents wallets intégrés dans la carte, comme on peut avoir sur une carte Revolut différentes devises. Et bien là, on va avoir non seulement des devises, mais aussi différentes cryptos qui vont vous permettre de stocker finalement, comme dans un petit porte-monnaie, des cryptos que vous pourrez dépenser ou que vous pourrez mettre en collatéral pour obtenir un crédit sur une carte de crédit. Et ce crédit sera payant. Donc, vous pouvez soit dépenser directement et il y a une conversion automatique qui est faite instantanée au moment de la transaction entre la devise crypto avec laquelle vous voulez payer, donc ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'Ether ou autre, et vous allez décider de payer dans cette devise, dans cette crypto. Une conversion instantanée va être faite, le commerçant, lui, va toucher, donc le cours va être sécurisé pendant quelques secondes, le temps de la transaction.
le commerçant va toucher le montant à qu'il a encaissé le prix de la transaction, et vous, vous allez être débité du montant au cours qui vous a été annoncé au moment de la transaction sur votre wallet crypto. Voilà, donc ça, ce sont en général des plateformes centralisées, des CEX, hein, des Centralized Exchange, qui vous proposent ces cartes. Donc il y a crypto.com, il y a Binance, voilà, vous avez Coinbase aussi, je crois, qui propose aussi ces cartes. Puis il y a d'autres opérateurs plus petits qui proposent des cartes, effectivement, qui vous permettent d'avoir des wallets crypto sur les cartes. Voilà pour cette question. J'espère y avoir répondu précisément. Je vais devoir accélérer un peu mon discours. Je voulais aussi vous parler aujourd'hui de quelques tendances fortes, notables, sur lesquelles je veux attirer votre attention. Une première tendance, c'est que ça bouge pas mal du côté des GAFAM et du côté des Big Tech, avec des partenariats ou des acquisitions ciblées avec des petits opérateurs. Donc, je vais prendre deux exemples. On voit que c'était une position un petit peu attentiste, un petit peu regardante. On avait Microsoft qui avait fait beaucoup de tentatives, qui avait lancé des plateformes blockchain il y a quelques années, Hyperledger, et puis qui n'avait pas pris, qui avait jamais vraiment émergé sur le marché comme infrastructure blockchain pour les entreprises. Et finalement, ils prennent une autre voie aujourd'hui. Ils viennent de faire un partenariat Microsoft avec Anchor, qui est une solution qui permet de faciliter un accès rapide et sécurisé à des données blockchain. Et donc, ça va permettre à Microsoft de proposer à des entreprises, puisque sur son marché, c'est surtout l'entreprise, et c'est fait par Microsoft, c'est un partenariat avec Microsoft Azure. Microsoft Azure, donc c'est de l'infrastructure cloud et des solutions logicielles liées à ce cloud pour les entreprises. Et bien là, tout d'un coup, ils vont permettre de proposer des solutions blockchain à leurs clients. Donc c'est très important parce que ça va donner un énorme coup de boost d'abord à cette petite entreprise en cœur, et puis surtout, ça va permettre à beaucoup d'entreprises de mettre en place des solutions blockchain. Et ces solutions blockchain vont, dans certains cas, être liées au paiement, à l'acquisition de paiements pour pouvoir encaisser des paiements, ou bien à l'émission de paiements, mais pas que, ça peut être aussi à la gestion de toutes sortes de données enregistrées sur des blockchains. Et puis, on a un deuxième partenariat notable entre AWS et Avalanche. Avalanche, qui est un protocole de développement, c'est tout un écosystème de développement blockchain pour les entreprises, et notamment pour les grosses entreprises. Et là, on voit que AWS, le cloud d'Amazon, a fait ce partenariat pour justement pouvoir proposer et héberger ces solutions blockchain pour les grosses entreprises. Donc ça, c'est important. On va avoir une accélération d'implémentation de solutions blockchain, d'applications en fait, basées sur des blockchains. On va avoir une accélération des projets Web3 qui vont se développer. Donc les secteurs qui sont en pointe là-dessus, c'est le luxe, c'est la mode, c'est le gaming. C'est aujourd'hui, il y aura beaucoup de... Ça va permettre une accélération forte de tous les projets Web3 et de tous les projets notamment des nouveaux projets dans le métaverse, donc ça c'est encore un autre sujet, mais des projets corporate aussi. Autre tendance, c'est l'émergence de stablecoins en euros. Aujourd'hui et depuis quelques années, depuis pas mal de temps, une partie significative des transactions crypto étaient faites ou passaient à un moment ou un autre par des stablecoins, mais ils étaient tous en dollars. Donc, les gros stablecoins dollars, c'est l'USDC, l'USDT, et donc Tether pour l'USDT, Circle qui proposait l'USDC, Binance avec son propre stablecoin en dollars. Et ces stablecoins permettaient de venir se réfugier quand on trade en crypto vers des monnaies stables quand il y a trop de volatilité ou quand on veut en fait, on veut faire un rachat, on veut désinvestir d'une position crypto, on va venir la mettre
en attente sur un stablecoin qui était principalement dollar. On a vu que Circle a émis un stablecoin en euros qui s'appelle l'euro C euh, et qui aujourd'hui est en passe d'atteindre le milliard de dollars de capitalisation. Donc ça reste petit par rapport aux deux gros géants en USD. Mais c'est important de voir que ça émerge et ça va permettre à beaucoup d'entreprises qui veulent finalement, qui préfèrent se réfugier en euros ou avoir des poches cash en euros sur des plateformes crypto. Le fait aussi de pouvoir mettre son argent dans des stablecoins quand on veut se retirer des marchés volatiles d'autres monnaies crypto, eh bien, c'est parce qu'on ne veut pas ressortir de l'euro ou ressortir du dollar, parce que là, on est immédiatement fiscalisé. Et on n'a pas forcément intérêt à être fiscalisé tout de suite si on veut réinvestir cet argent dans des cryptos. Donc voilà, c'est un peu des monnaies refuges. Mais ça va aussi permettre au paiement en crypto dans le commerce, online et offline, de se développer en euros. Voilà, donc tout simplement, ça va permettre de démocratiser les paiements. Donc les gros acteurs qui aujourd'hui sont en train de traiter ces sujets du paiement en crypto, eh bien, ce sont les opérateurs cartes qui voient bien qu'il faut absolument s'intéresser à ces sujets parce que les paiements en crypto vont prendre une partie des transactions de tous les jours. Et donc, Visa et Mastercard sont très actifs là sur ces sujets, justement pour pouvoir euh, permettre des autorisations de paiement crypto à travers leur rail de paiement, à travers leur infrastructure et leur réseau, ce qui est important parce que c'est mondial. Donc, ils sont dessus. Certaines banques françaises s'y mettent, Société Générale et Banque de Lubac, mais ce n'est pas les seules, bien entendu. Hein, les autres grosses banques aussi y sont, mais avec plus ou moins d'intérêt. La banque la plus active dans le monde sur les sujets crypto, c'est Morgan Stanley. Pardon, c'est JP Morgan, je suis désolé. JP Morgan qui est très impliqué dans énormément de projets dans le monde sur la banque de gros, mais sur aussi maintenant des projets de détail. Et puis, je vous ai parlé de petites startups, Lizzy notamment, qui aujourd'hui a 1500 commerçants qui acceptent des paiements crypto dans son réseau, qui facilite avec une solution d'acceptation les paiements, l'encaissement de crypto pour des transactions de commerce de proximité. Puis il y a une autre startup intéressante qui s'appelle Payinov, des spécialistes du paiement qui font ça aussi et qui proposent des solutions à des commerçants français. Donc ça, c'est vraiment embryonnaire à ce stade. 1500 commerçants, c'est petit, mais on voit que les solutions existent, elles arrivent et qu'il y a un intérêt. Donc on voit d'une part l'infrastructure paiement par AWS, Microsoft qui se met en place, on voit les cryptos dans différentes devises qui arrivent et qui sont stables et qui permettent justement de commercer de façon sans prendre de risques sur ces transactions. Et puis, on voit l'infrastructure d'acquisition de paiement et d'émission de paiement aussi qui se met en place avec les banques, avec les scheme cartes et puis des nouvelles solutions. Et j'ai mis Legitty, là, j'en reparle parce que c'est une des plateformes en France qui va permettre à des particuliers de venir investir facilement et de manière réglementée, sécurisée, puisqu'ils ont un agrément un enregistrement PSAN à ce stade. Et ils travaillent justement avec de l'UBAC pour faire rentrer, sortir vos euros sur ces plateformes. Bon, je ne parle pas de la DeFi, il y a effectivement une question, il y a cette question de plateforme centralisée ou décentralisée qui est très importante, mais c'est un autre sujet et je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ça fera peut-être l'objet d'un des prochains webinaires. Donc, on peut en reparler si vous voulez séparément offline. Alors, si vous prenez rendez-vous en cliquant sur le bouton cliquer ici en haut de votre écran, on pourra en reparler avec grand plaisir. Il faut que j'avance parce que le temps passe. Je voulais vous parler donc de ces fameux stablecoins en euros. J'en ai déjà pas mal parlé. Aujourd'hui, les stablecoins, ça représente à peu près 11% à date. Donc, c'est grosso modo autour de 10% de toute la capitalisation
des marchés crypto. Donc, c'est une espèce de valeur refuge. Et puis, il y a beaucoup de transactions qui passent à un moment ou à un autre par des cryptos. Donc, en volume de transactions, c'est très important. En nombre de transactions, en market cap, c'est à peu près 10% aujourd'hui. Euh, voilà, donc ça, ça a une fonction assez essentielle sur tous les échanges crypto, parce que les fonds institutionnels, ils ont besoin de ces poches cash, en fait, quand ils désinvestissent d'une position crypto, ils ont besoin de se réfugier dans de la monnaie stable, sans sortir de l'univers crypto pour éviter d'être fiscalisé à nouveau euh, trop tôt, avant la fin de la période d'investissement du fonds. Euh, voilà, donc c'est des fonctions essentielles. Je ne vais pas y revenir, je viens d'en parler. Les gros, vous les voyez, c'est l'USDT, l'USDC qui représente à peu près 90% de tout la market cap crypto. Et puis après, il y en a des plus petits. Voilà, ça c'est un point important à connaître. Circle a sorti son euro, c'est le deuxième plus gros acteur de stablecoin en dollars et qui tout d'un coup se met à faire de l'euro, avec à peu près, je vous ai dit, presque 1 milliard aujourd'hui de market cap. Et puis il y a Angle Protocol. Alors Angle Protocol, c'est un euro qui, contrairement à Circle et au LUG, n'est pas adossé à de la monnaie en euros, hein, des vrais euros, mais ils sont adossés à un panier de crypto. C'est totalement transparent. Je vous ai mis des petites slides qui détaillent un petit peu chacune de ces trois monnaies. Donc, je vais y passer. Donc, le Circle en euros aujourd'hui, euh, c'est presque 50, c'est presque 50 millions d'euros détenus. Et l'équivalent en euros. Donc, il y a une émission de presque 50 millions d'euros en Circle, en euro C, qui est adossée à 48, donc 1 million de plus de vrais euros. Donc, c'est collatéralisé et ça permet d'assurer la stabilité de cette monnaie. L'AG Euro, lui, c'est pareil, sauf qu'ils sont adossés à un panier de crypto. Un panier de crypto, c'est volatile par essence, et donc il leur faut beaucoup plus. Ils sont à peu près, ils ont 49 millions d'euros de collatéral pour 40 millions d'euros d'émissions de AG Euro, qui est leur monnaie stable. Donc eux, ils ont besoin de plus de réserves, de plus de collatéral pour assurer la stabilité du cours de 1 pour 1. Voilà, donc eux, c'est plus compliqué. Ce sont des arbitrages automatiques pour assurer la stabilité de leur monnaie. Quand il y a des énormes fluctuations de marché, on l'a vu quand il y a eu la chute de Luna, etc. Enfin, le gros problème qu'il y a eu sur le stablecoin algorithmique qui a disparu en quelques semaines, eh bien, ça a affecté un petit peu le cours d'Angle Protocol. Donc, voilà, ça c'est un exemple de protocole décentralisé adossé à des paniers de crypto. C'est un petit peu différent des deux autres. Le LUG, c'est une entreprise privée dont Casino est actionnaire et qui a lancé son stablecoin euro, qui a une petite capitalisation aujourd'hui de 6 millions d'euros, qui circule relativement peu, mais qui a le mérite d'être réglementé par l'AMF, qui a le mérite d'être adossé à un géant de la distribution, qui cherche ses cas d'usage et qui cherche à élargir aussi sa liquidité, sa distribution, la circulation de cette crypto. Donc, à suivre, ça peut devenir un acteur intéressant dans certains cas, notamment dans le commerce ou dans la fidélisation. Voilà pour les stablecoins euros. On va aborder maintenant le troisième chapitre de la présentation, qui est l'euro numérique. Donc, l'euro numérique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une monnaie
de banque centrale. C'est une nouvelle monnaie qui va être émise par la Banque centrale européenne si cette dernière décide de le faire, puisque la décision n'est pas encore prise. Donc, c'est une forme dématérialisée de la monnaie qu'on connaît aujourd'hui, de la monnaie de banque centrale, et qui va être utilisable pour tous les paiements. Donc, il y a des expérimentations dans la banque de gros qui ont déjà été faites et qui sont probantes. Et il y a des expérimentations en cours, je vais vous détailler ça, pour les paiements dans le détail. Donc, c'est une monnaie qui va venir en complément des euros. Ça ne va pas remplacer l'euro fiduciaire fiat que vous connaissez en pièces ou en billets. Ça ne va pas non plus remplacer, être une monnaie qui va pouvoir être thésaurisée pour des dépôts, en fait, sur des wallets. Et il faut que ça circule. C'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire de faciliter la transaction de tous les jours en parallèle de l'euro, la faciliter dans des mondes de plus en plus numériques dans lesquels on vit. Donc, il y a pas mal d'objectifs qui ont été listés là, que je vous présente à l'écran, par la Banque centrale. Mais en fait, les deux gros objectifs identifiés par l'Eurosystème, qui est en train d'expérimenter cette monnaie numérique de banque centrale dans le retail, c'est d'abord de préserver le rôle d'ancrage de la monnaie de banque centrale avec une conversion libre, une parité en monnaie de banque centrale, une parité avec justement la monnaie fiat et l'euro cash, dans un monde de plus en plus digital. Et puis, donc ça, cet objectif, c'est vraiment de faire ce que fait l'euro en papier et en pièces aujourd'hui dans le commerce, mais de le faire dans des mondes purement digitaux, où on ne peut pas s'échanger ces pièces et ces billets. Donc ça vise à finalement apporter cette facilité de paiement avec un risque de contrepartie moindre, inférieur à celui, donc une confiance accrue de la part des consommateurs, des utilisateurs face à cette monnaie, puisque c'est émis par une banque centrale européenne. Donc voilà, il y a un facteur confiance important pour son adoption. Donc ça vise à ce rôle d'ancrage de la monnaie de banque centrale par rapport à des monnaies étrangères ou par rapport à des monnaies privées. Très important pour assurer ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est assuré par la Banque centrale européenne, la stabilité du système monétaire et financier. Et puis, il y a un deuxième objectif, c'est effectivement une efficacité économique accrue avec une place plus importante pour l'innovation dans le monde de plus en plus digital et numérique dans lequel on vit, et puis une autonomie stratégique de l'Europe face à une concurrence étrangère ou face à une concurrence privée. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est pour faciliter l'émergence de solutions de paiement innovantes, acquisition, émission de paiement, pan-européennes, avec tout le monde la même monnaie, au lieu de plein de petites monnaies, une fragmentation très importante, comme on peut le voir dans le monde des cryptos, où il y a des dizaines de milliers de différentes cryptos. Là, si on avait des dizaines de milliers de stablecoins en euros, eh bien, ce serait plus compliqué pour les entreprises, pour les commerces, pour les utilisateurs de s'y retrouver. Or là, on va pouvoir les objectifs, c'est d'apporter une solution plus unifiée, en fait, grâce à cet euro numérique émis par une banque centrale. Ça vient en complément des espèces. Ça ne vient pas pour remplacer les espèces aujourd'hui. Les espèces, elles servent énormément dans le monde dans lequel on vit, notamment pour les dépôts, parce que c'est ce qui permet aux banques de vivre. C'est grâce aux dépôts que les banques peuvent prêter de l'argent aux entreprises et aux particuliers, et c'est vital pour notre économie. Donc ça, il faut absolument que ça ne vienne pas remplacer ça, et que tout d'un coup, il n'y ait plus de dépôts dans les banques, et qu'il n'y ait que des dépôts sur des wallets détenus par les particuliers, un petit peu comme le cash sous le matelas. Ça, c'est pas bon pour notre économie. Voilà pour les raisons d'être de cet euro numérique. Donc, voilà, je peux vous résumer ça en 4 questions. C'est pourquoi faire. Donc, il y a des attentes fortes en termes de paiement électronique de la part des marchés, des paiements qui se veulent rapides et sûrs, avec un risque de contrepartie moindre.
Ça vise aussi à favoriser l'innovation avec ces monnaies programmables. Alors, l'euro numérique, tel qu'il est prévu aujourd'hui et en expérimentation par la Banque centrale, il ne va pas être programmable. Ce n'est pas la monnaie elle-même qui va être programmable, c'est la transaction qui pourrait l'être. Mais en tout cas, la monnaie, il faut qu'elle reste fongible et donc elle ne pourra pas être programmable ou fléchable vers un usage particulier. Euh, voilà, et puis c'est une alternative digitale à la circulation des espèces, mais ça ne viendra pas la remplacer. Les bénéfices pour les utilisateurs, bien entendu, c'est une confiance accrue, j'en ai parlé. Et puis, c'est aussi un respect de la vie privée, puisque la Banque centrale européenne n'a aucun intérêt véritable à capter des données privées sur l'utilisation de la monnaie. Et elle veut garantir, puisque c'est une des grosses contraintes dans le design du produit, elle veut garantir le respect de la vie privée et la confidentialité des transactions, bien entendu. Ça doit quand même s'inscrire dans un cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, voilà, cette question de l'anonymité et de la confidentialité est importante à prendre en compte dans le design, mais ça doit aussi respecter des règles qu'on connaît aujourd'hui avec la monnaie fiduciaire, des règles de lutte contre la criminalité. Voilà, et puis comme ça va être émis par une banque centrale de façon centralisée, il y a aussi cette confiance accrue vers une stabilité des systèmes, une stabilité de la monnaie elle-même et une fiabilité qui est accrue. Le rôle des banques dans tout ça, eh bien, le rôle des banques, il faut qu'il reste central. La Banque centrale européenne n'a pas la capacité ni la vocation, ce n'est pas son métier et elle n'a certainement pas les ressources pour le faire, pour gérer la relation client, pour gérer le quotidien de cette monnaie dans la vie des gens. Et donc, il faut que ça reste ça auprès des banques qui vont continuer à distribuer ce produit comme elles distribuent la monnaie aujourd'hui qu'on connaît. Il n'y aura pas d'émission par les banques, elles vont juste la distribuer. Et il faut surtout aussi, il y aura des contraintes avec des plafonds d'utilisation et puis un lien fort entre le compte en euros que vous avez aujourd'hui à la banque et puis le compte, votre finalement wallet de monnaie de banque centrale. Il y aura un lien fort qui permettra de passer instantanément au moment d'une transaction de l'argent pour alimenter votre wallet ou bien pour si vous n'avez par exemple pas assez d'euros numériques sur votre wallet, on a un système de waterfall, de cascade, qui va vous permettre d'aller chercher de l'argent sur votre compte en euros instantanément pour alimenter votre compte en euros numériques et faire votre transaction digitale en euros numériques. Voilà, waterfall et reverse waterfall, ce sont des processus qui sont en train d'être étudiés aussi par la Banque centrale pour assurer la fluidité entre vos comptes en monnaie traditionnelle et monnaie digitale. Il faut que j'accélère. Quelle technologie? Ils n'ont pas encore arrêté leur choix. Il y avait une grosse question sur le fait que ce soit une technologie centralisée ou décentralisée. Eh bien, aujourd'hui, la Banque centrale, il y a de fortes chances que ça reste centralisé pour des questions de performance, principalement. Aujourd'hui, on pense que la Banque centrale, les échos que j'ai, c'est que la Banque centrale européenne et les banques centrales qui font ces expérimentations en ce moment, notamment la Banque de France, pensent que les technologies blockchain vont encore évoluer beaucoup, et tant mieux, mais que ça apporte une instabilité qui fait qu'ils ne peuvent pas s'orienter vers ces technologies-là et on s'oriente plutôt vers une techno centralisée. On a parlé des plafonds des dépôts pour éviter une fuite des dépôts vers les wallets depuis les banques. C'est très important. Et puis, il y aura aussi, est-ce que cette monnaie va être, il y aura des intérêts versés ou pas? Est-ce qu'elle va être rémunérée d'une façon ou d'une autre? Donc, ça, ce sont des questions qui ne sont pas encore arrêtées, qui sont en train d'être étudiées. Aujourd'hui, il y a eu un projet qui a démarré en juillet 2021 d'expérimentation avec une décision de lancer ces expérimentations. Elles ont lieu en ce moment et elles vont prendre fin, elles ont pris fin Q1 2023. Il y a eu 5 cas d'usage qui ont été étudiés de près par 5 opérateurs qui ont été sélectionnés par la Banque centrale et qui vont donner des
conclusions sur, euh, voilà, sur ces cas d'usage. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Dans quel cadre? Comment ça peut se faire? Les impacts réglementaires, les impacts juridiques, parce qu'il y a des énormes impacts juridiques et réglementaires, et puis des impacts aussi législatifs à prendre en compte avant d'avancer vers une décision de lancer ou pas un euro numérique. Donc ça, c'est en cours, ça va prendre du temps. Euh, Aujourd'hui, il fallait juste comprendre comment ça pouvait fonctionner, à quoi ça pouvait servir. Donc c'est ce qui a été fait. Il va y avoir une phase là jusqu'à la fin de l'année où il va y avoir des conclusions qui vont être tirées, et puis surtout ces études d'impact législatives, juridiques, qui sont très très importantes pour que ça puisse être mis en œuvre. Il y aura une décision à la fin de l'année sur le fait de rentrer dans une phase d'implémentation, de réalisation à partir des expérimentations qui ont été faites. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de décision d'émettre ou pas une monnaie numérique, mais en tout cas l'étude est en cours. Il y a à peu près 100 banques centrales aujourd'hui nationales qui étudient ces questions et qui ont des expérimentations en cours. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pas un truc qui est fait. Bon, chaque banque centrale le fait chacun dans son coin, mais en tout cas toutes les banques centrales européennes sont impliquées dans ce processus d'expérimentation par l'eurosystème. Donc les 5 cas d'usage qui ont été traités, c'est le peer-to-peer, le paiement en ligne de wallet à wallet, le peer-to-peer offline. Et donc là, c'est différents opérateurs qui ont été choisis pour faire ces expérimentations. Ça ne veut pas dire que ce sont eux qui auront les marchés, qui vont mettre en place l'infrastructure. C'est simplement eux qui ont été sélectionnés pour leur capacité à réaliser ces expérimentations et sur des bases très techniques, ce qui est aussi un petit problème sur des bases purement techniques et non pas politiques. Donc il y a eu un mini scandale, en fait, un assez gros scandale, en tout cas une polémique forte sur le fait d'avoir choisi Amazon, un acteur majeur américain qui, quand il prend une place, c'est une position dominante à chaque fois et qui a une hégémonie sur un marché ou sur son marché, eh bien, ils ont été choisis pour le paiement en e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est les champions du monde de l'e-commerce. Et puis le paiement offline. Et là, ça a généré énormément de presse en disant, mais comment ça se fait que l'Eurosystème et la Banque Centrale Européenne choisissent un Américain pour faire cette expérimentation? Et finalement, c'est que techniquement, c'était le meilleur choix, mais politiquement, c'était le moins bon choix. Et il y a eu une boulette, en fait, politique importante faite à cause de ce choix. Voilà. En tout cas, c'est fait, c'est en cours, les conclusions arrivent et je vous en dirai plus la prochaine fois ou offline si on se revoit. Voilà, c'est du test and learn ensuite qui va suivre pendant 3 ans dans cette phase de réalisation à petite échelle avant un déploiement massif. Donc, de toute façon, s'il y a un euro numérique qui apparaît, on ne le verra pas apparaître avant 2026-2027 au mieux. Tout ça, ça doit passer par le Parlement européen et ça doit passer par les parlements nationaux de toute l'Europe et être ratifié. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là aussi. Donc voilà où on en est. Donc ce qui marche bien aujourd'hui, c'est qu'il y a un calendrier établi. Ils le tiennent. C'est en cours, c'est en train d'être fait. Ça va être gratuit pour les besoins de paiement, les paiements de base. Et puis après, les banques qui distribuent vont apporter de la valeur sur la circulation de cet euro numérique. Et du coup, elles vont certainement, il y aura des choses payantes. Eric, merci d'être venu. Au revoir. Voilà, ça va apporter des nouveaux modes de paiement, d'encaissement et de règlement très très importants, donc laisser place à beaucoup d'innovations, ça c'est très très bien. Ça va faciliter tout le travail des petites boîtes qu'on a citées comme Lizzy, comme Paynov ou comme Legiti. Et puis il y a un potentiel d'automatisation de certains paiements qui va être fait au niveau de la transaction et non pas au niveau de la monnaie elle-même, j'en ai parlé, c'est important. Ce qui reste à faire, c'est une étude qui aujourd'hui est purement technique et ne prend pas en compte la dimension politique, ce qui est un tort, puisqu'il y a une question d'adoption derrière qui est majeure, adoption par la population. Il faut que la population s'y retrouve, qu'elle voit que ça va lui apporter de la valeur et qu'elle ait confiance. Et puis,
que politiquement ça passe et soit bien traité. Il y a certainement aussi des choix technologiques qui ne sont pas encore faits. Et ça, c'est important. Il y a des choix de fonctionnement sur le design du produit en termes de plafond, en termes de rémunération, etc. Donc ça, c'est pas encore choisi. Et on a hâte d'en savoir plus. Donc je vous en dirai plus tard dans l'année, si ça évolue et si j'ai des infos croustillantes à vous transmettre. Voilà, j'ai fini ces 3 chapitres et je vais faire mon petit volet publicitaire avant de prendre vos questions, pour vous dire que je me suis mis en tête de monter le premier événement sportif et caritatif, du monde des fintech, de l'écosystème fintech en France, qui est une régate qui aura lieu du 6 au 8 octobre à la Trinité-sur-Mer. Et caritatif, pourquoi? Parce que je vais reverser un montant de 60 € par participant à l'événement à l'Institut du cerveau pour soutenir l'initiative de levée d'argent et les efforts de levée d'argent d'une personne que j'admire beaucoup, Olivier Goy, mon ancien concurrent Crédit.fr, qui a fini par racheter la plateforme Crédit.fr en 2022, mais qui est atteint de la maladie de Charcot, la SLA, et qui se bat pour lever de l'argent et qui a réussi à lever 1 million d'euros aujourd'hui à date depuis 2 ans, depuis qu'il a été atteint à 46 ans de cette maladie. Et donc j'admire beaucoup son combat, ses efforts, la personne elle-même, cet homme. Je veux l'aider et donc j'ai monté cet événement sportif et caritatif pour lever de l'argent pour l'Institut du cerveau, pour la recherche pour la maladie de Charcot. Donc, rejoignez-nous, venez naviguer, montez un bateau, vous pouvez monter même si vous êtes débutant, et si votre équipage est débutant, on propose des skippers pro à bord pour coacher tout le monde. C'est amusant, c'est sportif, ça vous permet de passer un bon moment dans notre écosystème que j'adore, des fintech. Et voilà, je cherche aussi des sponsors, donc si vous avez des idées de personnes que ça peut intéresser de venir s'approprier, donner son nom à cet événement sportif et caritatif qui est le seul, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est le premier. Il y a une opportunité pour rayonner dans cet écosystème et s'approprier ses valeurs, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de valeur dans l'écosystème et c'est ce qui me manque beaucoup. Je cherche à donner du sens à ma carrière à travers ça. Il n'y a pas de valeur dans l'écosystème fintech, il faut les créer, ces valeurs sportives, ces valeurs caritatives, ces valeurs de bénévolat, d'implication, d'engagement. Eh bien, en sponsorisant l'événement, vous pouvez vous approprier ces valeurs et les incorporer dans votre image de marque. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Il y a un site qui s'appelle fintechcup.org sur lequel il y a toutes les informations sur cet événement. Merci pour votre écoute. J'ai quelques questions peut-être à prendre. Donc je remonte un peu dans le fil de discussion. Voilà, attendez, hop, les questions. On a parlé de Visa et de Mastercard pour payer en crypto dans n'importe quel commerce. Voilà, ça se fait sur les cartes. Il y a les PSP aussi qui font l'acquisition des paiements de cartes, qui sont très impliqués. Donc il y a PayPal, Adyen, Stripe, tout pour les gros qui sont sur ces sujets aussi. Et puis il y a d'autres éléments de paiement aussi qui vont venir disrupter ça. Donc il y a d'autres sujets comme j'en ai parlé dans des webinaires précédents. Le request to pay, qui est un protocole de messagerie. Il y a l'EPI qui arrive. Donc tout ça sont d'autres sujets que je traite dans mes webinaires. Donc suivez-moi et voilà. L'euro numérique de la BCE aurait vocation à remplacer la carte de paiement dans le commerce de détail. Non, pas vraiment. Non, ça va juste être une nouvelle façon de payer, mais plutôt de wallet à wallet. Donc c'est surtout le paiement crypto qui va remplacer une partie des paiements cartes à moindre coût. Et donc c'est un des gros intérêts des paiements en crypto. Sauf que le paiement en crypto, c'est volatile, sauf si on utilise un stablecoin, ou sauf si on utilise cette monnaie de banque centrale. Voilà. Mais cette monnaie de banque centrale, en fait, elle doit trouver sa justification dans les cas d'usage par rapport aux monnaies privées. Est-ce qu'elle a vraiment sa place? Est-ce qu'elle a un intérêt? C'est une vraie question aussi. Est-ce que le public va l'adopter, la reconnaître comme apportant cette confiance? Aujourd'hui, il y a une défiance croissante envers les institutions, quelles qu'elles soient, dans les populations. Et voilà, donc elle doit trouver sa place, cette monnaie numérique. Ce n'est pas gagné.
Voilà, bah, écoutez, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Vous pouvez me contacter ldeberned@azuli.com par email ou bien prendre rendez-vous en cliquant en haut de votre écran sur, sur ce petit bouton rouge là qui vous permet de fixer un rendez-vous dans mon agenda. Il est 29, à bientôt 30, je dois libérer la salle. Merci beaucoup pour tout. J'espère que ça vous a apporté des connaissances et que ça. N'hésitez pas à me questionner si vous avez des points précis sur lesquels je peux revenir. Je reste un petit peu en ligne, 1 minute, et après je dois libérer la salle. Merci à tous et à toutes. À très bientôt, le 6 juin, pour mon prochain webinaire. Au revoir. Je vous dis au revoir, je libère la salle. À bientôt.